Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information dont voici les titres. Le plan de riposte gouvernemental anti-Covid, une importante déclaration du Premier ministre fait le point sur la première partie. L'étape 2 est annoncée avec les mêmes allègements. Déclaration à suivre tout à l'heure. À suivre aussi la journée des villages SOS. L'actualité des enfants est impactée par le coronavirus. Un appui à ces structures pourrait illuminer le visage des pensionnaires. Les parents sont invités à plus d'engagement. Il a porté haut les couleurs de la Guinée dans le monde de la mode, mais aussi Alpha O a rendu l'âme hier, mais nous irons également à Dalaba pour découvrir une mare sacrée. Mais avant ceci, voici donc ces trois décrets qui viennent de nous parvenir. Ce premier portant nomination de haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les cadres dont les noms et prénoms suivent sont nommés dans les fonctions ci-dessous. Ministre d'État à la présidence de la République chargé des relations avec les institutions républicaines. Monsieur Mohamed Lamine Fofana, précédemment ministre de la Justice, garde des Sceaux. Précédemment ministre d'État ministre de la Justice, garde des Sceaux. Ministre-chef de cabinet à la présidence de la République, Monsieur Maurice Sangaré, précédemment ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Ministre conseiller diplomatique à la présidence de la République, Monsieur Cheikh Talibé Silla, précédemment ministre de l'Énergie. Ministre conseiller à la présidence de la République chargé de mission, Monsieur Moustapha Mami Diaby, précédemment ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique. Ministre conseiller à la présidence de la République chargé de mission, notamment du suivi du plan de riposte contre la Covid-19, Monsieur Kader Yassine Bari, précédemment ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ministre conseiller à la présidence de la République chargé de mission, Monsieur Moussa Kondé, ancien ministre. Ministre conseiller à la présidence chargé des questions macroéconomiques, Monsieur Nyanga Komata Gomu, précédemment premier vice-gouverneur de la Banque centrale de Guinée. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 23 juin 2020, signé professeur Alpha Condé. Décret D 2020-129 PRG SGG portant nomination d'un haut cadre, le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Monsieur Ali Nabi, ancien député à l'Assemblée nationale, est nommé directeur général adjoint de la Société navale guinéenne au ministère des Transports. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 23 juin 2020, signé professeur Alpha Condé. Décret D 2020-130 PRG SGG, mettant fin aux fonctions d'un haut cadre. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de coordinateur du programme sectoriel de l'éducation PSE de M. Aboubakar Sissé au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. L'intéressé est mis à la disposition de son département d'origine. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 23 juin 2020, signé professeur Alpha Condé. La CEDEAO en route vers l'adoption unanime de la nouvelle monnaie ECO. Ce matin, les chefs d'État ont tenu un sommet virtuel. Objectif, partager des informations et harmoniser les positions des 15 pays. Le président Alpha Condé a réaffirmé l'engagement de la Guinée à s'impliquer pour la réussite du projet. Sanassi Keita. Sommet virtuel extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement des États membres de la ZMAO. Zone monétaire ouest-africaine. Au menu des discussions, trouver des voies et moyens nécessaires pouvant conduire à la mise en place rapide d'une monnaie unique de la CEDEAO, appelée ECO. En effet, il est important que nous clarifions les choses. La Guinée reste toujours dans l'esprit de la 56e session ordinaire, c'est-à-dire
un panier de devises, la flexibilité et sans aucun lien avec d'autres pays. Évidemment, j'approuve la déclaration du président du Ghana qui consiste à organiser une réunion de 15 chefs d'État afin que nous puissions parler d'une seule voix. L'intégration régionale est fondamentale pour le développement de l'Afrique de l'Ouest. Il est extrêmement important que nous arrivions à mettre en place l'ECO. Bien sûr, la maladie Covid-19 a atteint nos économies, mais nous devons voir concrètement la possibilité soit d'appliquer avant fin décembre 2020, soit de nous donner une marge. Mais nous devons demander à nos frères de l'UMOA de respecter les décisions que nous avons prises à 15, parce que la décision de créer l'ECO a été prise par l'ensemble des 15 chefs d'État. Donc il est extrêmement important que la réunion demandée par le président du Ghana, c'est-à-dire une vidéoconférence, puisque nous ne pouvons pas actuellement nous réunir à cause de Covid-19, mais au moins que nous ayons une vidéoconférence entre les 15 chefs d'État pour clarifier les choses. Il est évident que pour la Guinée, l'ECO reste la monnaie des 15 États de la CEDEAO. Lors de mon interview dans le journal Chine-Afrique, j'ai affirmé clairement que pour la Guinée, l'ECO reste la monnaie des 15 États avec un panier de devises et la flexibilité. Et avec l'espoir que plus tard un jour nous arriverons à une monnaie unique pour l'Afrique. Donc je vous remercie de la convocation de cette réunion et je vous demande de prendre des initiatives pour que nous puissions avoir cette rencontre à 15 afin de clarifier. En aucun cas la Guinée ne saurait adhérer à une zone monétaire qui ne comprend pas les 15 États. Cette position est très claire de tout le temps de la Guinée. Le président de la République réitère encore son engagement pour l'adhésion de la Guinée à l'ECO, la nouvelle monnaie de la CEDEAO. Mais pour professeur Alpha Condé, cette adhésion de Conakry nécessite l'implication sans condition des 15 États membres de la CEDEAO, une manière de renforcer davantage l'intégration sous-régionale. À la primature, on fait un bilan à mi-parcours de la mise en route du plan de résilience anti-Covid des 3 premiers mois. Ce matin, le Premier ministre chef du gouvernement a fait une déclaration sur la phase 2 de ce plan. En gros, les mêmes allègements sont reconduits avec les 3 composantes jusqu'au mois de septembre. Extrait. À ce jour, ce sont 480 milliards de francs guinéens qui ont ainsi été mobilisés par l'État pour l'appui au secteur privé. Au total, toutes composantes confondues, la mise en œuvre du plan de riposte à la Covid-19 pendant ces 3 mois aura représenté un montant de 845 milliards de francs guinéens, dont un effort budgétaire propre de l'État guinéen de 730 milliards. Mesdames et messieurs, il est certain que l'effort budgétaire très exceptionnel consenti par l'État, complété par les contributions financières de nos concitoyens du secteur privé national et de la communauté internationale, ont facilité et permis de limiter la propagation du virus en Guinée par la mise en œuvre rigoureuse de la phase 1 du plan de riposte. Nonobstant le fait que le développement de la pandémie de Covid-19 a été moins spectaculaire en Afrique, contrairement aux projections alarmistes d'il y a 3 mois, nous devons nous abstenir de tout triomphalisme. Il n'est pas permis de relâcher les efforts sur les gestes barrières et les mesures d'hygiène préconisées. Le virus est bel et bien là, toujours actif et toujours nocif. Les statistiques internationales de ces dernières semaines prouvent même qu'il circule de plus en plus vite et frappe de plus en plus fort sur notre continent. La Guinée, en dépit d'un taux de létalité parmi les plus faibles, n'échappe pas
à cette tendance. C'est la raison pour laquelle il est essentiel de ne pas baisser la garde, car nul ne peut prédire aujourd'hui comment évoluera la situation sanitaire dans notre pays pour les mois à venir. Conscient de cette réalité, le gouvernement que j'ai l'honneur de conduire, sous la haute direction de M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé, s'est attelé ces dernières semaines à concevoir un nouveau train de mesures de riposte en vue de renforcer nos capacités de résilience à la crise de la Covid-19. Quelles sont-elles, ces nouvelles initiatives inscrites dans la phase 2 de la riposte? À l'instar de la phase 1, la phase 2 du plan sera composée de volets sanitaires, sociaux et économiques. Les nouvelles mesures vont nous permettre de consolider les acquis dans la durée, les acquis déjà obtenus sur les différents fronts de la riposte. Sur le front sanitaire, les efforts de prévention et de dépistage seront poursuivis, étendus et intensifiés. À ce titre, dans la perspective de la réouverture prochaine des classes et pour protéger tant les élèves que le personnel enseignant, les établissements scolaires et universitaires feront l'objet d'opérations de désinfection. Des kits de protection sanitaire leur seront fournis de même qu'aux lieux de culte à l'intérieur du pays. Les marchés seront périodiquement fermés pour le nettoyage et la désinfection, selon un calendrier à établir par les autorités compétentes. Les administrations publiques et les entreprises feront l'objet d'un dépistage systématique. Enfin, les projets de recherche scientifique seront encouragés et soutenus financièrement par le gouvernement pour contribuer à la lutte contre la pandémie. Le volet sanitaire de la phase 2 coûtera 150 milliards de francs guinéens pour les 3 mois à venir. Sur le front social, des mesures fortes sont décidées pour protéger davantage nos concitoyens et notamment les plus vulnérables d'entre eux. L'ANIES déploiera dans les prochains jours un vaste programme de transfert monétaire au bénéfice d'un premier groupe cible de 240 000 ménages à raison de 250 000 francs guinéens par ménage et par mois. Ces transferts seront accompagnés de distribution de vivres aux foyers communautaires infectés et de la poursuite de la campagne de sensibilisation et de distribution de kits sanitaires entreprises dans la phase 1. Toutes les mesures destinées à soulager directement les populations, à savoir la gratuité de l'eau, de l'électricité et des transports publics, bus et trains, sont reconduites pour 3 mois encore, soit de juillet à septembre 2020. Le paiement de la redevance sur les droits de douane à l'importation pour les denrées de première nécessité est suspendu jusqu'à la fin de l'année. Cette mesure est déjà effective depuis le 1er juin. Les denrées concernées sont le riz, le sucre, le lait, l'huile et l'oignon. Dr Ibrahima Kassori Fofana, Premier ministre chef du gouvernement. L'intégralité de cette déclaration à retrouver juste après le journal. Et puis, on vous le disait hier, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé lors de sa réunion tenue le 19 juin 2020 à Washington un décaissement d'environ 148 millions de dollars en faveur de la Guinée au titre de la facilité des crédits rapides. Cet accord ainsi que l'allègement de la dette obtenue le 13 avril 2020 dans le cadre du Fonds d'allègement et des secours en cas de catastrophe aideront notre pays à répondre aux besoins urgents de balance des paiements et d'appui budgétaire résultant de l'impact négatif de la pandémie
pandémie de Covid-19 et des mesures d'atténuation. Le financement du FMI contribuera également à catalyser le soutien financier d'autres donateurs. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de l'économie et des finances. Direction l'Abbé où depuis hier, les lieux de culte ont ouvert. Affluence un peu timide dans les mosquées. Mais ce mardi, elles ont fait le plein. Les habitudes religieuses sont en train de reprendre le dessus petit à petit. C'est du moins le constat de Sarabdine Diallo, notre correspondant permanent basé dans la région. Il s'est très tôt rendu à la mosquée aujourd'hui, un peu plus d'une heure avant ce grand moment. Comme un jour de renaissance, le muezzin de la grande mosquée de l'Abbé effectue l'appel à la prière, cette fois en ne demandant pas aux fidèles de prier chez eux. Les portes de ce lieu de culte emblématique de la cité Karamoko Alpha Moulabé sont ouvertes à nouveau après plus de 2 mois de fermeture du fait du coronavirus. La fermeture des lieux de culte avait rendu tous les fidèles religieux inquiets. Nous étions tous malades à la maison. Seulement nos dirigeants avaient demandé aux muezzins de faire l'appel à la prière aux heures indiquées pour que les fidèles se rappellent et chacun prie chez soi, chose qui est contraire aujourd'hui. L'appel à la prière effectué, les fidèles musulmans affluent, mais pour accéder à l'espace de prière, le lavage des mains est obligatoire, le port de masque également. À l'intérieur, une nouvelle réalité, contrairement à la période d'avant-pandémie, la prière s'effectue dans le respect de la distanciation sociale. Les fidèles appliquent les mesures, heureux de retrouver leur mosquée. Nous sommes très contents de la réouverture des mosquées, car nous avions vu la rupture de beaucoup de choses dans la vie de l'homme, notamment les sociales, la fraternité. C'est comme si nous étions aveugles. Nous sommes contents de la décision des autorités du pays pour la réouverture des mosquées. Avec la distanciation sociale, de nombreux fidèles étaient contraints d'attendre et former une seconde vague afin d'espérer accomplir la prière à l'intérieur de la mosquée en cette première journée de réouverture. Les responsables religieux sont fermes. Le respect des mesures barrières dans la mosquée est une obligation qui s'applique à tous. Hors de toutes nos autorités administratives et sanitaires pour nous avoir évité les pires dans cette pandémie de Covid-19. Et quant à nous, les imams, nous évoluerons dans ce sens pour le respect de toutes les mesures sanitaires. Nous prenons l'engagement de sensibiliser nos fidèles, qu'ils sachent que cette barrière sanitaire concerne tout le monde, sans aucune exception. Je demanderai aux religieux au respect strict des règles édictées pour nous éviter la refermeture des mosquées. Depuis la déclaration de l'état d'urgence le 26 mars dernier, les lieux de culte sont restés fermés pour éviter la propagation de la maladie à coronavirus. Leur réouverture dans les préfectures n'ayant pas enregistré un cas de coronavirus pendant au moins 30 jours fait partie des mesures d'allègement récemment annoncées par le chef de l'État. Reportage rendu en studio par Kerno Ousmane Diallo. Cap sur Djaberepili dans Dalaba. Là, les autochtones sont encore accrochés aux vieux restes d'une civilisation très ancienne, la pêche au panier. L'instrument est obligatoire avant d'accéder à la mare de la localité. Une cérémonie de pêche dans la pure tradition. Ansoumane Toumani Kamara. À 69 km de la ville de Dalaba, nous voici à Djaberepili, une localité de la commune rurale de Bodje. En ce mardi ensoleillé, la retrouvaille est au bord de la mare pour la pêche annuelle. La mare de Djaberepili, dans Dalaba, a été aménagée par l'OMVS. La mare a aussi reçu des alevins. Ces actions visent à diversifier les sources de protéines animales dans les localités éloignées des produits marins.
Je suis très contente et je remercie nos autorités qui nous permettent d'avoir sur place du poisson. Mais comme vous voyez, les instruments de pêche nous manquent ici. On avait l'habitude de prendre beaucoup de poissons. Aujourd'hui, on n'a pas eu beaucoup de rentabilité. Par non seulement manque de l'eau, et la mare était débordée pendant l'hivernage. La profondeur encore de la mare manque. Il y a le tarissement de l'eau. La poursuite de ces actions de valorisation des plans d'eau reste confrontée aux effets du changement climatique. Cette année, la mare connaît un tarissement précoce. Cet aménagement a été fait il y a 1 an. Nous avons remarqué que cette mare va tarir dans peu de temps. Si nous voyons maintenant la quantité d'eau qui existe maintenant. Dans les préfectures de Labé, Dalaba et Mamou, 18 sites piscicoles sont à aménager. Pour chaque mare, un comité de gestion composé de 11 membres est mis en place et formé sur les techniques piscicoles. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des villages SOS, un moment pour le monde de s'intéresser de près à la situation des enfants. Et ça tombe bien puisque leur quotidien est indirectement impacté par la crise sanitaire. Un appui à ces structures pourrait redonner le sourire aux pensionnaires. Moussa Bangoura. En Guinée, cette journée marque un plaidoyer en faveur des enfants en situation difficile en cette période de crise sanitaire. Les responsables des villages SOS invitent à cette occasion les gouvernants à prendre en compte les droits et besoins des enfants. Il y a des enfants qui n'ont pas la chance aujourd'hui de vivre dans des familles. Il y a des enfants qui sont dans des familles, mais ils sont confiés, ou en tout cas, ils ne sont pas dans un endroit beaucoup plus adéquat pour leur développement. Et vous avez des enfants qui sont dans la rue. Tous ces enfants sont à risque. Et comme vous savez, cette période de confinement, certainement vous avez dû l'entendre, ça a favorisé beaucoup de violations des droits des enfants, notamment la violence contre les enfants, parce que les gens sont ensemble à tout moment. Et dans un contexte où les gens ne connaissent pas les droits des enfants ou ne les respectent pas, aujourd'hui, SOS voudrait attirer l'attention de tout le monde que ces enfants-là, il faudra penser à eux dans tous les plans de riposte, que ce soit le plan de riposte de l'État ou des organisations ou des ONG ou des entreprises dans le cadre de leurs responsabilités sociales. Cela permettra aussi de garantir leurs droits. La date du 23 juin commémore aussi le 101e anniversaire de la naissance du fondateur des villages SOS, Herman Meiner. Une journée au cours de laquelle les difficultés liées au fonctionnement des villages sont posées. Hors de la Guinée, il y a nos organisations partenaires qui font le marketing pour essayer de collecter des fonds au profit des enfants qui vivent dans tous les autres villages SOS de par le monde. Donc, les personnes comme vous et moi décident de parrainer un enfant au bout du monde et ils payent en gros 8 € par mois pour contribuer. Donc, plusieurs de ces personnes-là se retrouvent souvent en Occident et c'est ce qui est collecté et qui est mis ensemble et partagé entre tous les villages SOS du monde. Et bien sûr, l'État aussi contribue beaucoup. L'État guinéen contribue beaucoup aussi dans le financement de ces villages-là. Créé en 1990 en Guinée, le village SOS d'enfants a encadré plusieurs enfants. À ce jour, 400 enfants sont pris en charge. Dans les maisons familiales, ils vivent avec leur maman. À Kouroussa, le district de Koloman-Kambaya se voit doté d'un nouveau poste de santé, une structure avec des équipements modernes pour réduire les cas d'évacuation. L'ouvrage est offert par un fils du terroir, Djamo Kaba. Appelée autrefois la cité du grand bruit du bâton de fusil, Koloman-Kambaya est un district de Sangiana dans Kouroussa. Depuis des années, il faut parcourir ici 3 km pour se faire soigner à Sangiana. Avec la construction de ce nouveau poste de santé, les 5000 âmes de ce village tournent cette page.
L'infrastructure va désormais assurer la prise en charge des patients sur place. C'est le geste d'un natif de la localité. Nous remercions M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé, pour avoir donné la chance à ce donateur qui a pensé à sa localité, donner un bijou à son village natal, Koloman-Kambaya. Nous les femmes, on avait souffert dans les villages, surtout ici. Et quand il y avait une femme enceinte ici, pour l'accouchement, il fallait taper 3 km quand même pour être à Sandiana. Mais au jour d'aujourd'hui, il a vu cette distance, il y a des femmes qui accouchaient en cours de route. Et il a vu qu'il faut quand même soulager ces femmes-là, il faut venir en aide à ces femmes-là. Et c'est ce qui l'a obligé à faire ce centre de santé. Et ce centre de santé va soulager les femmes, non seulement de cette comté et de sur toute la ligne jusqu'à Sanassia. Cette structure sanitaire est dotée de matériel essentiel pour permettre notamment aux femmes de donner la vie en toute sécurité. Ça, c'est un ouf de soulagement pour toute la population de Koloman-Kambaya. Ça va réduire le taux de mortalité maternelle et néonatale dans notre préfecture. La construction de ce poste de santé marque un pas en avant permettant aux populations d'accéder aux soins de santé de proximité. L'actualité, c'est aussi cette action de la compagnie mobile d'intervention et de sécurité au marché de Yataya Plateau. Beaucoup de vols et autres actes crapuleux y étaient commis. L'intervention de la CMIS et la collaboration des riverains ont permis de dénicher quelques malfrats. Explication, commandant Morikaba de la police nationale. Nous sommes au marché de Yataya Plateau en haute banlieue de Conakry. Cette place réservée pour la construction d'une mosquée a été envahie et transformée en des débits de boissons alcoolisées et de débauche. Des pratiques qui ne favorisent pas la sécurité pour le marché selon les autorités locales et celles du marché. La CMS de Yataya a procédé au déguerpissement des lieux. Vraiment tout le monde est content, les vieux, les jeunes, tout du quartier. C'était vraiment un coin qui était très difficile. Même la nuit, en passant sur la nuit, tu n'oses pas. Il y avait la prostitution, il y avait là des gens aussi qui revendent leur drogue, tout ici. Depuis le jour qu'on a dégagé, chaque jour j'envoie au moins une gilette, on passe la journée jusqu'à le soir. Tellement ça commence à très bien. Cette synergie d'action entre les autorités locales et les forces de l'ordre a permis de lutter contre l'insécurité qui régnait jusque-là autour du marché de Yataya Plateau. Ils sont occupés ici sans notre autorisation du quartier, ni du secteur. Ils sont occupés anarchiquement. Il y avait prostitution ici, il y avait tout ici, boissons, auto-alcooliques, il y a tout pour ça ici. On a tout fait pour les faire évacuer le quartier. On n'a pas pu. Comme vous êtes venus, vraiment il faut tout faire pour sécuriser notre quartier. Les populations ont particulièrement participé à la lutte contre l'insécurité au marché de Yataya Plateau, ce qui a facilité le travail des services de sécurité. Dans l'actualité également, la prise de fonction ce mardi du nouveau ministre secrétaire général du gouvernement. Un autre qui prendra fonction dans les prochains jours, c'est le ministre du Travail et des Lois sociales, M. Seikou Oumar Diallo. Mais avant ce jour d'installation, on vous présente le locataire du nouveau département, Mohamed Trois Camara. Le ministère du Travail et des Lois sociales, une première en Guinée. Et là, Seikou Oumar Diallo est le premier chef de tout nouveau département en charge du travail et des lois sociales. Âgé d'une soixantaine d'années, Seikou Oumar Diallo est un ingénieur chimiste de l'Institut Polytechnique de Conakry, promotion Mao. Il a occupé plusieurs postes dans l'administration publique avant d'être conseiller à la primature chargé des questions de pêche, de l'agriculture et de l'aquaculture. Et là, Seikou Oumar Diallo a également occupé le poste de chef de projet du fleuve Sénégal. Ce cadre chevronné entend jouer sa partition pour le développement socio-économique du pays. Je ferai de mon mieux, humainement. J'essaierai de faire en sorte que la lettre de mission qui me soit confiée soit exécutée avec précision dans le temps imparti. J'en fais mon objectif principal. Et j'essaierai de travailler en symbiose avec l'équipe gouvernementale. Et comme vous avez dit, c'est humain, il y aura des erreurs,
Je compte sur les collègues du gouvernement, le personnel de mon département pour corriger afin qu'au finish, le peuple de Guinée soit satisfait de ses enfants, de ses fils qui seront dans ce département qu'on a appelé le ministère du Travail et des lois sociales. Le ministre du Travail et des lois sociales est marié et père de 3 enfants dont 2 filles. Et puis cette perte tragique qui frappe le monde de la mode de Guinée, l'un des plus célèbres stylistes, Alpha Oumar Ba, affectueusement appelé Alphao, s'est éteint hier soir des suites de maladie. Ce mardi, notre reporter Kadia Toukaba s'est rendu dans la maison mortuaire pour recueillir les premiers témoignages. Reportage. À travers cet espace qui nous est offert pour les enfants, que nous puissions tous contribuer à l'émancipation des enfants, mais aussi à la promotion de notre textile. À 42 ans, il était l'un des talents les plus prometteurs de la mode guinéenne. Alpha Oumar Ba, alias Alphao, a donné un souffle nouveau au métier de styliste en Guinée. Il a été l'initiateur du Festival international de la mode guinéenne, FIMOG, lancé en 2014. Depuis 3 semaines, l'homme est alité à l'hôpital Ignace Dine. Au crépuscule de ce lundi 22 juin, il a rendu définitivement ses ciseaux. Je m'en remets à Dieu, que tout le peuple de Guinée lui pardonne. Cet enfant m'a tout donné. Alpha, je l'ai vu naître. Au niveau de la famille, vous ne sentez pas qui il est. C'est aujourd'hui que tout le monde pratiquement s'est senti qui était Alpha Oumar. Modeste et sans façon, Alphao a hissé haut le drapeau guinéen à l'international. Le style, la classe et l'expérience dans ses différentes créations mettaient en avant le textile guinéen. L'homme était aussi l'espoir de plusieurs jeunes mannequins désirant défiler sur des grandes scènes de mode. Alphao, c'est comme un deuxième père pour nous tous les mannequins, je veux dire. Il a été un mentor, un guide. Il nous a montré le podium. Il nous a tout donné, je peux dire. Il n'y aura pas un deuxième Alphao. Il n'y aura pas. Ce qu'il a fait, seul lui peut le faire, en fait. Et je prie le bon Dieu qu'il accorde son pas. Alpha Oumar est aussi celui qui a initié plusieurs stylistes confirmés actuels à la mode. C'est le cas d'un des membres de MT Création. Il se souvient encore de ses apports dans son évolution. Il a été le styliste qui partait même dans les quartiers, prendre des jeunes stylistes, leur faire monter sur un podium. Par exemple, moi, il a été la première personne qui m'a mis sur un podium. Et il a été l'homme qui a fait que j'ai parcouru peut-être toute l'Afrique. Il avait un seul combat, celui de propulser la mode guinéenne sur le plan national et international. Alphao a rejoint sa dernière demeure au cimetière de Hamdalaï en laissant derrière lui une veuve. L'âme de Alpha Oumar Ba, alias Alphao. Amen. Avant de boucler cette édition, on revient sur ces 3 décrets. Le premier, le 128 PRG-SGG portant nomination de hauts cadres à la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-dessous. Ministre d'État à la présidence de la République, chargé des relations avec les institutions républicaines, M. Mohamed Lamine Fofana, précédemment ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Ministre chef de cabinet de la présidence de la République, M. Maurice Sangaré, précédemment ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Ministre conseiller diplomatique à la présidence de la République, M. Cheikh Talibi Silla, précédemment ministre de l'Énergie. Ministre conseiller à la présidence de la République, chargé de mission, M. Moustapha Mami Diaby, précédemment ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique. Ministre conseiller à la présidence de la République, chargé de mission, notamment du suivi du plan de riposte contre la Covid-19, M. Kader Yassine Bari, précédemment ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ministre conseiller de la présidence de la République, chargé de mission, M. Moussa Kondé, ancien ministre. Ministre conseiller à la présidence, chargé des questions macroéconomiques, M. Nyanga Komata Gomo, précédemment premier vice-gouverneur de la Banque centrale de Guinée. Article 2. Le présent décret
qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 23 juin 2020, signé professeur Alpha Condé. Décret D 2020-129 PRG SGG portant nomination d'un haut cadre. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, M. Ali Nabé, ancien député à l'Assemblée nationale, est nommé directeur général adjoint de la Société navale guinéenne au ministère des Transports. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 23 juin 2020, signé professeur Alpha Condé. Décret D 2020-130 PRG SGG mettant fin aux fonctions d'un haut cadre. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de coordinateur du programme sectoriel de l'éducation PSE de M. Aboubakar Sissé au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. L'intéressé est mis à la disposition de son département d'origine. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 23 juin 2020, signé professeur Alpha Condé. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir et à demain. Mes chers compatriotes, depuis l'apparition de la Covid-19, la vie est devenue différente et le monde a brusquement changé. Malgré la mobilisation et la détermination de tous les gouvernements du monde, le virus est encore là, avec nous, et met à risque notre santé et nos économies. C'est pourquoi il nous faut agir et réagir ensemble afin de préserver nos vies et, que dis-je, garantir notre survie. Le 6 avril dernier, par ma voix et au nom du président de la République, le gouvernement a pris l'engagement solennel de mener le combat contre la crise sanitaire liée à la Covid-19 en Guinée et de travailler à l'objectif fondamental d'en atténuer les conséquences. Le plan de riposte économique que je vous ai présenté à cette occasion constitue ainsi, vous vous en souviendrez, une première réponse du gouvernement. Ce plan comporte une composante sanitaire, une composante sociale et une composante économique et financière en guise d'appui au secteur privé. 2 mois après la présentation de ce plan, je souhaite partager avec vous le bilan d'étape de la mise en œuvre des 30 premières mesures décidées. Je vous ferai aussi part des nouvelles initiatives du plan de riposte destiné à protéger et soutenir davantage nos populations et notre économie face à cette menace mondiale. Que retenir donc de la mise en œuvre de la phase 1 de la riposte guinéenne? D'abord, la composante sanitaire. Le dispositif de surveillance de l'épidémie et nos capacités de réponse sanitaire et de prise en charge des malades ont été renforcés grâce à la mise en œuvre de différentes actions, notamment le déploiement de la surveillance sanitaire tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays et tout particulièrement au niveau des postes frontières les plus fréquentés. L'amélioration des capacités d'hébergement pour une meilleure prise en charge des malades. L'achat de tests rapides et de médicaments et la prise en charge des frais de laboratoire. Le lancement d'essais cliniques par l'Institut de recherche et de développement des plantes médicinales et alimentaires de Dubreka. La venue de l'assistance médicale cubaine. La mobilisation générale
du corps médical guinéen. Enfin, la consolidation du dispositif de riposte sanitaire sur les plans de renforcement des laboratoires, de la logistique, de la communication, de la coordination et de l'assistance technique. À ce jour, 158 milliards de nos francs ont été mobilisés autour de la composante sanitaire. Ensuite, la composante sociale. L'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, ANIES, le fer de lance pour l'exécution de cette composante sociale, a déployé ces dernières semaines un premier ensemble d'actions de sensibilisation, d'accompagnement communautaire, de distribution de kits sanitaires et de désinfection d'une vingtaine de marchés et lieux publics. L'État a instauré la gratuité des transports publics, bus et trains, à Conakry, et pris à sa charge le paiement des factures d'eau et d'électricité des abonnés au tarif social pour la période d'avril à juin 2020. L'État a également soutenu le pouvoir d'achat de la ménagère au travers d'allègements fiscaux sur les importations de riz et autres denrées de première nécessité. À ce jour, l'État a mobilisé autour de la composante sociale du plan de repose économique du gouvernement 225 milliards de francs guinéens. Enfin, l'appui au secteur privé. L'allègement des charges fiscales a bénéficié, comme prévu, aux entreprises des secteurs économiques les plus touchés par la crise. Ainsi, les secteurs professionnels, notamment de l'hôtellerie et du tourisme, ont bénéficié de paiements au titre de la dette intérieure de manière à renflouer leur trésorerie. Ils ont bénéficié également de reports de paiement de leurs charges fiscales pour la période d'avril à juin 2020. Par ailleurs, l'État a renoncé pour la même période à la collecte de la TVA sur les entreprises de ces secteurs. Ces mesures ont coûté 60 milliards de francs guinéens à l'État guinéen. Les charges fiscales des entreprises du secteur du petit commerce, artisanat, maquis, bars et restaurants, cinéma et lieux de spectacle ont été supprimés pour la période d'avril à juin 2020. Les moindres entreprises réalisant un chiffre d'affaires compris entre 500 millions et 1,5 milliard de francs guinéens, qu'elles soient dans le commerce, l'industrie, les mines et carrières, la construction, ont bénéficié d'un report de paiement de leurs charges fiscales pour la même période allant d'avril à juin. En outre, les pertes financières subies par les entreprises du secteur du spectacle ont été partiellement prises en charge par l'État. Au-delà de l'allègement fiscal des charges fiscales, la trésorerie des entreprises a aussi été soulagée grâce à la mise en œuvre d'autres mesures, notamment la suspension de la facturation des pénalités de surestarie pour le secteur portuaire, la mise à disposition d'un montant de 200 milliards de francs guinéens dans un compte séquestre logé à la Banque centrale de Guinée en but d'accélérer les remboursements de crédits de TVA aux entreprises du secteur minier. Mes chers compatriotes, dans le plan de riposte, il était prévu que les équipements de santé et produits assimilés entrant dans la lutte contre la COVID-19 soient exonérés de TVA à l'importation pour la période d'avril à juin 2020. Ceci a été mis en œuvre avec, à date, un coût pour l'État de 100 milliards de nos francs. Enfin, l'appui au secteur privé comprenait également deux mesures d'importance majeure destinées à renforcer les mécanismes de financement de l'économie.
À ce titre, un fonds de garantie bancaire a été mis en place pour un montant de 50 milliards de francs guinéens pour faciliter l'accès de PME et PMI au crédit bancaire. Un autre fonds d'appui au groupement d'intérêt économique et aux petites et moyennes entreprises les plus frappées par la crise et répondant aux conditions de financement pour un montant de 40 milliards de francs a été également mis en place. Le secteur de l'agriculture a déjà commencé à bénéficier de cet appui, notamment pour ce qui concerne l'anacarde et la pomme de terre. À ce titre, nous sommes heureux de dire que 15 milliards de francs guinéens ont été mis à la disposition des exportateurs d'anacarde pour des subventions directes aux producteurs. À ce jour, ce sont 480 milliards de francs guinéens qui ont ainsi été mobilisés par l'État pour l'appui au secteur privé. Au total, toutes composantes confondues, la mise en œuvre du plan de riposte à la COVID-19 pendant ces 3 mois aura représenté un montant de 845 milliards de francs guinéens, dont un effort budgétaire propre de l'État guinéen de 730 milliards. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, ce bilan d'étape serait incomplet s'il ne mentionnait pas et ne mettait pas en exergue, pour saluer à juste titre, l'élan considérable de solidarité nationale qui s'est manifesté face aux difficultés et défis d'une crise inédite par son ampleur et ses effets. Au titre de la solidarité nationale, en effet, un montant de 352 milliards a été encaissé en espèces grâce à la contribution généreuse des acteurs nationaux sur le compte spécial Covid-19 ouvert à la Banque centrale de Guinée. Par ailleurs, les dons effectués en nature dans le cadre du volet sanitaire du plan de riposte par le secteur privé national, les ONG et les entreprises multinationales ont été significatifs pour une valeur totale de 114 milliards de francs guinéens. Au titre de la solidarité internationale, nos différents partenaires ont également apporté des appuis au gouvernement. La Banque mondiale, par exemple, a mobilisé 23 millions de dollars pour le volet sanitaire du plan de riposte. Et le conseil d'administration de cette institution a également approuvé, le 29 mai dernier, un financement de 110 millions de dollars pour la nièce, sur lequel 25 millions serviront à financer en partie le plan d'urgence sous forme de transfert monétaire dès ses débuts juillet 2020. Il y a également lieu de se réjouir de l'approbation la semaine dernière d'un appui de près de 150 millions de dollars américains par le Fonds monétaire international. Mesdames et messieurs, il est certain que l'effort budgétaire très exceptionnel consenti par l'État, complété par les contributions financières de nos concitoyens du secteur privé national et de la communauté internationale, ont facilité et permis de limiter la propagation du virus en Guinée par la mise en œuvre rigoureuse de la phase 1 du plan de riposte. Nonobstant le fait que le développement de la pandémie de Covid-19 a été moins spectaculaire en Afrique, contrairement aux projections alarmistes d'il y a 3 mois, nous devons nous abstenir de tout triomphalisme. Il n'est pas permis de relâcher les efforts sur les gestes barrières et les mesures d'hygiène préconisées.
Le virus est bel et bien là, toujours actif et toujours nocif. Les statistiques internationales de ces dernières semaines prouvent même qu'il circule de plus en plus vite et frappe de plus en plus fort sur notre continent. La Guinée, en dépit d'un taux de létalité parmi les plus faibles, n'échappe pas à cette tendance. C'est la raison pour laquelle il est essentiel de ne pas baisser la garde, car nul ne peut prédire aujourd'hui comment évoluera la situation sanitaire dans notre pays pour les mois à venir. Conscient de cette réalité, le gouvernement que j'ai l'honneur de conduire, sous la haute direction de M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé, s'est attelé ces dernières semaines à concevoir un nouveau train de mesures de riposte en vue de renforcer nos capacités de résilience à la crise de la Covid-19. Quelles sont-elles, ces nouvelles initiatives inscrites dans la phase 2 de la riposte? À l'instar de la phase 1, la phase 2 du plan sera composée de volets sanitaires, sociaux et économiques. Les nouvelles mesures vont nous permettre de consolider les acquis dans la durée, les acquis déjà obtenus sur les différents fronts de la riposte. Sur le front sanitaire, les efforts de prévention et de dépistage seront poursuivis, étendus et intensifiés. À ce titre, dans la perspective de la réouverture prochaine des classes et pour protéger tant les élèves que le personnel enseignant, les établissements scolaires et universitaires feront l'objet d'opérations de désinfection. Des kits de protection sanitaire leur seront fournis de même qu'aux lieux de culte à l'intérieur du pays. Les marchés seront périodiquement fermés pour le nettoyage et la désinfection, selon un calendrier à établir par les autorités compétentes. Les administrations publiques et les entreprises feront l'objet d'un dépistage systématique. Enfin, les projets de recherche scientifique seront encouragés et soutenus financièrement par le gouvernement pour contribuer à la lutte contre la pandémie. Le volet sanitaire de la phase 2 coûtera 150 milliards de francs guinéens pour les 3 mois à venir. Sur le front social, des mesures fortes sont décidées pour protéger davantage nos concitoyens et notamment les plus vulnérables d'entre eux. L'ANIES déploiera dans les prochains jours un vaste programme de transfert monétaire au bénéfice d'un premier groupe cible de 240 000 ménages à raison de 250 000 francs guinéens par ménage et par mois. Ces transferts seront accompagnés de distribution de vivres aux foyers communautaires infectés et de la poursuite de la campagne de sensibilisation et de distribution de kits sanitaires entreprises dans la phase 1. Toutes les mesures destinées à soulager directement les populations, à savoir la gratuité de l'eau, de l'électricité et des transports publics, bus et trains, sont reconduites pour 3 mois encore, soit de juillet à septembre 2020. Le paiement de la redevance sur les droits de douane à l'importation pour les denrées de première nécessité est suspendu jusqu'à la fin de l'année. Cette mesure est déjà effective depuis le 1er juin. Les denrées concernées sont le riz, le sucre, le lait, l'huile et l'oignon. Une réserve de sécurité alimentaire sera créée pour parer tout risque de crise d'approvisionnement, notamment pendant la période de soudure que nous allons connaître d'août à septembre. Les droits de douane
applicables à l'importation des produits de pêche sont suspendus, à l'exception de la RTL, et un programme d'importation de 6 000 tonnes de poissons congelés va être mis en œuvre sous l'égide du ministère en charge de l'économie maritime pour résorber le déficit projeté. Les taxes frappant les contrats d'assurance santé et d'assurance vie seront réduites et des primes d'assurance sur la vie seront désormais déductibles de l'assiette imposable au titre des années 2020 et 2021. L'inclusion financière sera encouragée et par la facilitation de l'accès au plus grand nombre d'usagers aux services financiers digitaux. Sur le front économique, des appuis aux entreprises et aux activités économiques seront accentués et complétés. Ainsi, l'État a décidé de prendre à sa charge 50% des charges fiscales reportées en phase 1 pour le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, ainsi que les factures d'eau et d'électricité des établissements de ces secteurs économiques. Pour le secteur du tourisme encore, l'effort de règlement des arriérés de l'État vis-à-vis des agences de voyage sera poursuivi. Dans la même logique, les entreprises du secteur de l'hôtellerie et du tourisme verront réduite de moitié le montant de leur contribution foncière unique et de leur patente en contrepartie du renouvellement des contrats de travail en cours. Des subventions seront accordées aux institutions de microfinance à travers le fonds d'appui au groupement d'intérêt économique pour les aider à faire face aux charges liées à la pandémie et à équilibrer leur bilan. Toutes les entreprises seront exonérées du paiement de la taxe d'apprentissage jusqu'à la fin de l'année 2020, à condition qu'elles s'engagent pour toute la période à conserver leur effectif et à leur payer au moins 70% de leur salaire nominal d'aujourd'hui. Aussi, l'État veillera-t-il à ce que la libre circulation des marchandises soit facilitée sur le territoire national afin de garantir la stabilité des prix à la consommation. Nous sommes conscients que ceci est une condition sine qua non pour un bon approvisionnement des populations en produits alimentaires et une nécessité pour la stabilité des prix. C'est pourquoi des laissez-passer spécifiques continueront à être délivrés aux transporteurs qui acheminent les vivres et les matériaux de construction à Conakry et à l'intérieur du pays, sous la responsabilité des ministères chargés de la défense et de la sécurité. La phase 2 du plan de riposte se devait de reconnaître l'implication exceptionnelle qui a été et qui est toujours celle du personnel de santé ainsi que des forces de défense et de sécurité qui les accompagnent dans la lutte contre la Covid-19. Les effectifs impliqués dans la riposte percevront donc des primes exceptionnelles sur la période de 3 mois de juillet à septembre 2020. Les différents ministres concernés par les mesures que je viens d'indiquer présenteront dans les prochains jours, chacun en ce qui le concerne, les détails des différentes actions du gouvernement. Mes chers compatriotes, le gouvernement mesure les bouleversements de notre mode de vie et les sacrifices que nous consentons, chacun et tous, depuis l'apparition de la Covid-19. Comme l'a fait remarquer le président de la République, nous devons faire le choix de la responsabilité pour lutter efficacement contre la pandémie et briser la chaîne de contamination dans notre pays. À ce propos, il me plaît de redire
les félicitations de M. le Président de la République au peuple de Guinée qui s'est montré à la hauteur des attentes en observant avec discipline et sacrifice les recommandations des autorités sanitaires. Comme d'autres épreuves traversées, nous sommes convaincus que celle de la Covid-19 passera, elle aussi, grâce à notre effort national de solidarité et notre capacité de résilience quand il s'agit de notre pays, notre chère Guinée, que nous sommes disposés à aimer, défendre et protéger. C'est en fait l'héritage de notre histoire et notre espérance pour assurer des lendemains meilleurs à chacun et à tous. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons enregistré aujourd'hui 64 nouveaux cas sur 537 échantillons testés, soit un indice de positivité de plus de 11%, ce qui porte le nombre de cas confirmés en Guinée à 5104 cas. Nos services continuent de suivre 2969 contacts et 569 personnes sont hospitalisées sur nos différents sites de prise en charge. Malheureusement, nous avons enregistré un décès, ce qui porte le nombre de décès à 29, et nous avons eu aujourd'hui 59 personnes sorties guéries, soit un total de 3744 personnes sorties guéries depuis le début de la maladie, ce qui fait plus de 70% des malades sont sortis guéris. 24 personnes sont actuellement à la réanimation, dont 10 nécessitent des soins intensifs. Et le passage dans ce service a atteint le nombre de 157 malades depuis le début de la maladie. Nos activités communautaires continuent, consistant à la distribution des masques dans les familles et à placer les kits de lavage des mains. Nous sommes à plus de 98 000 kits de lavage des mains installés gratuitement. Mesdames et messieurs, ce soir, nous vous parlerons encore de l'importance des mesures barrières dans le cadre de la prévention contre la pandémie de Covid-19 en Guinée. Vous vous rappelez que depuis la confirmation du premier cas en Guinée, plusieurs mesures ont été édictées à la population dans le cadre de la prévention. Ces mesures visant à empêcher la propagation de la maladie ont suscité au départ une véritable adhésion. En ce moment, les bars, cafés, les restaurants, les lieux de culte, écoles étaient restés fermés. De même, la limitation du nombre de places dans le transport public ainsi que le regroupement au-delà de 20 personnes étaient réellement respectés. Aussi, les cérémonies funèbres, les mariages, les baptêmes et anniversaires connaissaient moins de mobilisation. Le prix de tous ces efforts a été sans nul doute la diminution du nombre de cas, aussi bien à Conakry que dans les villes de l'intérieur du pays ayant notifié des cas. Mais fort malheureusement, nous constatons un délaissement face aux mesures barrières. Cela se démontre aisément par le fait que les bars, cafés, les restaurants et autres espaces de loisirs ont réouvert. Aussi, autour des thés, du damier, du jeu de ludo et autres lieux de regroupement, la distanciation sociale n'est plus respectée. Ce type de comportement constitue une remise en cause des efforts obtenus grâce aux sacrifices consentis par chacun de nous, mais aussi compromet notre chance de vaincre rapidement la pandémie. Toutes les fois que nous venions à une cérémonie à forte mobilisation, aussitôt nous nous exposons au risque de contamination, car parmi ceux qui sont avec nous, il se pourrait que certains soient infectés et qui ne manifestent pas les signes.
La fréquentation des lieux de regroupement au-delà des 20 personnes peut être préjudiciable à tous, vu le risque de propagation de la maladie. Veillons tous à l'application stricte des mesures édictées par les autorités afin que nous puissions bouter cette pandémie hors de notre pays. C'est le lieu pour nous de lancer un appel